et à tous. Le temps de... Coller à la Ah, ok. Pas le temps, là. Le temps qu'on s'installe, je vais peut-être commencer par présenter nos invités. Alors, il s'agit d'Odette Vax et de Dominique Catherine-Folland. On voulait commencer par dire que nous étions ravis de leur présence ici aujourd'hui. Alors, pour la présentation, je vais m'autoriser à utiliser les mots d'Odette dans le livre de nos rencontres. Odette a été psychiatre toute sa vie. Et plus bas. Donc Odette a été psychiatre toute sa carrière. Elle dit psychiatre par défaut, mais c'était un très bon défaut quand même. Elle précise qu'à l'origine, elle aurait souhaité être peut-être neurochirurgienne et qu'elle se serait beaucoup plus emmerdée si elle avait suivi cette voie-là. Odette a aussi, en dehors de sa carrière professionnelle, elle a vécu la psychiatrie comme un sport de combat, au travers notamment de ses différents engagements associatifs, que ce soit à l'association Mémoire et Histoire de Maison Blanche, ou bien à la CEREP, dont elle a été présidente. Dominique Diatry partage cet investissement. Elle est également membre de la CEREP. Et donc, elle a passé aussi l'ensemble de sa carrière à travailler avec, pour le secteur de la santé mentale. Elle est psychanalyste. Elle a travaillé sous différentes casquettes, celle d'étudiante en médecine, d'orthophoniste, de psychologue. C'est aussi en tant qu'enfant de Villévrard, comme on dit, et donc fille de médecin qui a grandi ici, qu'elle vient intervenir aujourd'hui. Nous avions donc en effet souhaité commencer par cette intervention historique puisque le contre-pied est membre de la CEREP. Et notre idée de départ était de proposer à Dominique et Odette de nous permettre de dresser une histoire de l'hôpital avant et après l'introduction des neuroleptiques en 1952. Il s'avère que l'enfance de Dominique à Villévrard c'est de 1948 à 1952. Elle déménage avant l'introduction des neuroleptiques. Et Odette est encore étudiante en médecine à ce moment-là. Mais leurs témoignages aujourd'hui, ainsi que les récits d'autres, nous permettront de faire apparaître ce point de bascule en négatif. Alors, nous allons d'abord commencer par cheminer dans Villévrard à partir de 1948. Donc, nous allons commencer par la balade pour une musique concrète de Dominique. Puis après un bref passage par les témoignages d'André Roumieux et de Daniel Sivadon, nous aurons ensuite le plaisir d'écouter le silence dans l'expérience psychiatrique d'Odette, au travers de plusieurs vignettes cliniques qui nous permettront d'ailleurs d'élargir notre sujet de départ. Sur cette frise un peu floue, vous pourrez apercevoir un petit peu les dates clés qui apparaîtront au fil de cette intervention. Donc, comme je vous disais, l'enfance, donc j'ai bien sûr mis la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite vous avez l'enfance de Dominique à Villévrard, de 48 à 52. Et donc 1952 qui correspond à la découverte en France de la chlorpromazine, qui est donc la première molécule à effet neuroleptique identifiée. Et ensuite, je vous fais un petit preview, un petit teaser. On va aborder l'expérience de l'arrêt des neuroleptiques en 1959, vécue par Odette au sein du service du docteur Lecomte. Mes chers amis, bonjour. D'accord. Donc je me lance et je vous propose donc une promenade dans un lieu que vous connaissez presque tous. Je vous propose une promenade dans un lieu que vous connaissez très bien.
La particularité, c'est qu'on va faire des allers-retours temporels. Et on va être attentif à la sonorité, les sonorités de Villévrard, en particulier ceux dont je peux encore témoigner aujourd'hui et qui ont, je dois dire, beaucoup changé. Alors, il faut vraiment le coller à la bouche. Donc, j'ai intitulé cet exposé « Ballade pour musique concrète ». Ça m'a amusé d'écrire « ballade » avec cette parenthèse, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'orthographe de ce mot. C'est jamais quand il faut mettre un L ou deux L. Là, on a les deux. Donnons-nous rendez-vous à la grille, à la grande grille d'entrée, pour une balade en aller-retour temporel jusqu'au pavillon Provence, abritant aujourd'hui. Alors, ce pavillon Provence abrite les patients du pavillon, les patients du secteur 16, excusez-moi. Pavillon que j'ai connu autrefois sous le terme moins évocateur de 7, le 7 des femmes de la maison de santé. Dès la grille franchie, je le tiens, t'embête pas, je le tiens. Non, tu ne veux pas. Vas-y. Dès la grille franchie, nous avançons dans la grande allée, si calme aujourd'hui. Bon, certes, nous venons de laisser une artère très surchargée, la nationale. Mais tout de même, en progressant vers les imposants, donc on progresse vers l'administration, les imposants bâtiments d'administration, là s'installe une atmosphère un peu ouatée, silencieuse et vide plutôt de mouvements humains. Seuls des chants d'oiseaux percent mon impression cotonneuse. Tout en marchant, je m'étonne du grand nombre de voitures garées dans les contre-allées, ce qui change considérablement le paysage de mon enfance. Un flashback s'impose et se développent alors des images visuelles et sonores qui me rendent si familier ce qui m'entoure. Quelqu'un aurait crié « moteur ». Et voilà que tout s'anime en moi. Le flux des travailleurs, le personnel extrêmement varié qui circule, s'interpelle, discute, s'adresse à des promeneurs habillés en bleu foncé, gris foncé, c'est indécidable. En effet, ce bleu et le blanc forment ici la dominante visuelle. Sur la chaussée se croisent ambulances, camionnettes, camions de livraison, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Peu de véhicules individuels, mais quantité de vélos. Arrivant à l'extrémité de l'avenue, ou presque, j'ai le choix pour me rendre au pavillon 7. C'est là que nous allons. Donc mon choix, c'est de prendre à gauche par la cour des communs. Alors c'est une cour attenante à la ferme, vous la connaissez, genre à l'époque cour un peu villageoise, où logent de nombreuses familles, avec enfants en général, et c'est pas spécialement bruyant, mais c'est plutôt animé, c'est plutôt joyeux du fait des présences des enfants, des cris, des rires, bon, des jeux, quoi, les enfants de la place. Pour rejoindre le 7, il me faut alors prendre les 3 chemins devant la porte chargée de glycine certains mois de l'année. Elle devrait y être encore, je crois.
et passer derrière le château. Mais je propose de continuer mon chemin dans la grande allée jusqu'à cet endroit qui me permet de passer devant la ferme. Et là, il y a tout un chapitre pour s'ouvrir sur les bruits et les odeurs de la ferme. Alors, je me souviens qu'en rentrant de l'école, souvent, j'ai vu le troupeau des vaches qui revenaient de l'extérieur, qui revenaient de leur journée au-delà des grilles. Elles sont accompagnées par ces nets hommes en bleu qui eux-mêmes sont accompagnés. Je poursuis mon va-et-vient intérieur et me voici qu'à gauche s'étale un large espace assez vide, aux lignes très nettes, quelques arbres et à droite une curieuse maison esselée. Le tout baigne dans un silence parfait. J'entre dans l'immobilité d'un tableau de Edward Hopper. C'est un peintre américain du XXe siècle, de la première partie du XXe siècle. On ne peut pas dire hyper réaliste, enfin je ne sais pas comment il est classé, mais c'est quelqu'un qui a su rendre l'immobilité d'une façon extraordinaire. Et voilà, je pense à ce peintre. Vite, mon zoom arrière, et j'y substitue alors le petit espace pavé formant un pont au-dessus des douves, enfin, ce que tout le monde appelait douves, devant le majestueux portail grillagé annonçant maison de santé. De nombreuses photographies témoignent de la photogénie de ce lieu. Pour arriver à mon domicile, entre 1948 et 1952, il faut traverser donc un vaste espace de pelouse, massif fleuri, et ces allées, autrefois, dans ces allées circulaient ces mêmes personnages affairés et des groupes de malades accompagnés d'infirmières qui mettaient une certaine animation. Aujourd'hui, on entend résonner le bruit de nos pas sur le gravier, quel que soit toujours présent. Bon, je laisse le château, il faudrait que je force un peu le pas. Bon, et j'entre dans une travée recélée entre des murets surmontés de grilles. Aujourd'hui, les grilles ont disparu. Bon. Derrière ces grilles, de larges cours, des bâtiments à véranda qui sont les premiers construits de la maison de santé. Alors on est à l'époque de cette ouverture, c'est après 1875. C'est dans cette allée étroite qui mène au pavillon 7 que de façon inopinée se déclenchaient parfois des éclats de voix, un cri isolé, une sorte d'altercation entre les deux cours, là où déambulaient les malades. Alors enfants, là, nous pressions le pas ou nous donnions un coup de pédale pour retrouver l'espace du 7, qui n'était pas forcément plus calme, mais là, on était à la maison. En cette maison, il s'agit de l'extrémité du pavillon donnant sur une vaste pelouse en pente, laquelle ouvre sur le parc, devant la pièce d'eau. Ce logement improvisé fut attribué à mon père, Sven Follin, en tant qu'assistant de Paul Sivadon, chef de service, au moment où ce dernier créa le CTRS, Centre thérapeutique de réadaptation sociale, en 1948. 3 pièces avaient été prélevées sur l'habitat des patientes qui vivaient dans ce vaste bâtiment. Ce service, comme l'ensemble de la maison de santé,
était alors dirigé par le docteur Gondepierre, un service où les pathologies les plus variées se rencontraient, car, contrairement aux divisions asilaires, ici, point de répartition numérotée selon la nosographie de l'époque. Dans notre schéma, une cloison trop légère avait été installée dans le large couloir central, ce qui empêchait une isolation efficace entre la vie du service et l'espace familial. Le niveau sonore pouvait donc atteindre une forte amplitude, mais en fait, le plus souvent, les bruits du pavillon nous parvenaient quand même quelque peu atténués, ne serait-ce qu'à cause du mouvement assez bruyant d'une famille comprenant 3 jeunes enfants et diverses personnes de passage, plus la radio. De façon imprévisible, brusquement, des explosions vocales exprimant la souffrance, l'agitation du malade en particulier, qui très vite se communiquaient à d'autres, inévitablement, et entraînaient plus ou moins rapidement l'action de divers soignants, s'ajoutant donc au tintamarre général. On a beaucoup parlé, écrit et décrit l'agitation extrême, la violence consécutive qui régnait dans maints services asilaires avant l'introduction des médicaments efficaces que furent les neuroleptiques, l'Argactyle, allopérignol. Je voudrais rappeler ce que sans doute on entend moins aujourd'hui et dont certains soignants, psychiatres, infirmiers et d'autres personnels ont pu témoigner. C'est le fait de la diminution très importante, voire de la disparition de ces grandes agitations plastiques qui marquaient la vie asilaire, et ceci dès avant l'apparition des neuroleptiques. Paradoxalement, ces témoignages ne viennent pas de services exceptionnellement bien dotés, au contraire, mais de certains lieux, de certaines innovations dans le travail auprès des patients internés, comme ce fut le cas à l'asile de Saint-Alban, Lozère, où durant l'occupation, l'équipe, sous la responsabilité des docteurs Toscaïès et Bonafé, Bonafé avait été formé ici à Liévra, en Angleterre, ils ont instauré une forme d'ouverture du lien vers la population rurale, elle-même très isolée. Lozère fait partie de ce qu'on a appelé le désert français. Le résultat premier fut qu'il n'y eut point de mort de famine dans la population asilaire de cet hôpital durant l'occupation. Il fait beaucoup plus. Constitution de groupes autour d'activités indispensables pour la vie de l'hôpital, dont une partie du personnel technique et médical avait fondu. Des agents étaient prisonniers de guerre, quelques-uns ont été embarqués au Stéo, et d'autres sont partis dans les maquis très présents dans cette région. Il y eut une mise en place de groupes de réflexion patients-soignants, clubs portant sur des activités spécifiques, création d'un journal, le Trait d'Union. C'est à Saint-Alban, dans des conditions très rudes, que naquit la première forme de ce qui sera nommé par la suite psychothérapie institutionnelle. À Villévrard, le docteur Paul Sivadon, qui était arrivé en 1943, a livré bataille avec les pouvoirs publics et obtenu les moyens d'ouvrir en janvier 1948, je pense que c'est ça, un service bien équipé en personnel et une diminution notable du nombre des malades. Il y fut pratiqué alors une psychiatrie dynamique, proche de la psychothérapie institutionnelle par certains aspects, mais sans doute plus orientée dans une visée
de réinsertion sociale qu'il définissait lui-même comme sociothérapie. D'où l'intitulé du service CTRS, Centre thérapeutique de réadaptation sociale. Revenons aux 7 des femmes de la maison de santé dans l'immédiat d'après-guerre. Régulièrement, ce qui rythmait la vie du service et dont nous ne perdions point une miette, c'était l'heure des repas. Très décalé par rapport aux habitudes ordinaires, repas annoncés par le bruit familier des roulements de chariot, les bruits de vaisselle, les admonestations malades, les remarques et interpellations entre les infirmières. Les sons montent vite dans ces locaux sonores hauts de plafond et carrelés. Tout résonne. Enfin, le calme revient, puis on entend parfois l'inattendu plaisant, comme cette voix qui nous parvint à travers la cloison de bois, si claire. La voix d'une femme que je n'ai jamais identifiée, mais jamais oubliée. Elle chantait, nous envoyait quelques notes et refrains de mélodies connues que ma grand-mère, qui était souvent avec nous, nommait bel canto. Un jour, la voix s'est tue, aussi mystérieusement qu'elle était apparue. La présence des malades si près de nous ne se réduisait pas à des explosions sonores, des bruits divers, des coups de sifflet dans le parc. Le 7 était un service où nombre de personnes hospitalisées l'étaient sous régime du placement libre, c'est-à-dire qu'elles circulaient dans le parc. Et pour y accéder, passaient devant chez nous, montaient parfois sur la véranda, qui était à l'époque un espace totalement ouvert, sauf les parties latérales, vitrées, équipées de fenêtres. Des conversations s'engageaient, bien souvent, des commentaires sur la vie courante, sur le chat, le chien, les bacs de fleurs qu'installait ma mère, les jeux d'enfants, car il faut dire que cette véranda était notre espace de jeu favori. Je ne pense pas avoir jamais fait le rapprochement entre les sons pénibles qui sortaient de la cloison et les personnes avec qui je pouvais avoir un échange sur cette véranda ou devant. Il me revient le souvenir d'une pensionnaire qui était venue nous rejoindre alors qu'avec ma camarade Marie-Aude, nous étions installés sur un banc au bas de la pelouse, c'est-à-dire juste devant le parc. Nous étions en train de fabriquer, tricoter des vêtements pour nos poupées baigneurs. Vous voyez, ça n'existe plus, je pense. Des baigneurs en celluloïd, voilà. Nous étions donc en train de tricoter ces vêtements et cette femme s'était jointe à nous, nous proposant ses conseils de grand-mère pour améliorer notre technique. Je pense que nous l'avons vue plusieurs fois et j'ai été extrêmement dépitée le jour où une infirmière est venue la chercher et a mis brusquement fin à nos échanges. Était-ce l'heure d'un repas ou simplement n'était-ce pas convenable, entre guillemets? Je pense aujourd'hui que les interactions ponctuelles étaient nombreuses, tolérées, mais non pensées par les adultes, et encore moins valorisées par les adultes, évidemment. Quant au bruit, aux éclats de voix, de verres, il faut dire qu'il y avait beaucoup de verres cassés avant l'apparition du Duralex, si vous vous souvenez, puis du Largactyle, qui enveloppe si bien les corps et embrume les esprits. Contrairement aux cris soudains que l'on subit sans aucune possibilité de les anticiper ni de s'en protéger,
du moins pour les personnes qui sont en dehors de l'action, ou en dehors de la scène, oui, nous pouvions de temps en temps assister à des sortes de concerts vocaux que produisait la voix des patients se promenant dans les cours grillagés. Le pavillon 7 n'étant séparé de la cour du pavillon voisin que par une allée limitée par le grillage du dit pavillon. Là, devant le petit ravin herbeux ou fleuri, le saut de loup, on pouvait s'installer et suivre des propos variés. Réclamations, lamentations, insultes, rageuses ou ordurières. Harangues et propos, des propos incoercibles nous prenant à témoin ou s'adressant à l'invisible, ce qui était plus troublant. Maint délire nous arrivait ainsi dans cet ensemble dissonant, a cappella. Mais que dire de ces visages aux lèvres agitées d'où sortaient des chuchotements inaudibles. Et plus impressionnant encore, la vision d'une personne immobile, bouche grande ouverte, d'où ne sortait aucun son. Ainsi, cette femme était-elle plantée devant le grillage, bouche ouverte, dans un silence statufié. Nous sommes dans l'informulable là, le cri d'effroi restant comme engorgé. Le travail de Jacques Grison, ici présent, photographe, qui a sillonné cet hôpital réduit au silence, m'a aidé à saisir la réverbération de cet univers dont sonorité et silence imprègnent définitivement les murs de Villébrand. Il nous montre le trajet inabouti d'un cri de souffrance immobilisé dans la catatonie, posture qui devait disparaître avec les soins chimiothérapiques qui allaient devenir en 1952. Passé le coin du pavillon, on est chez nous, dans l'ambiance sonore familière des sauts de voix divers, des cris d'enfants, la vie d'une famille, quoi. Enfin, parfois, les bruits de l'extérieur au loin, hors les murs, oui, c'est ça, du hors les murs, nous parvenaient. Cela se produisait durant les chaudes journées d'été, le dimanche après-midi, par exemple, alors qu'adultes et enfants étaient installés en contrebas de la pelouse, le haut-parleur de la plage de Gournay lançait et même hurlait les refrains du jour, les tubes les plus communs. Je pense à Étoile des neiges, qui était ma préférée. J'adorais. Je pense que tout le pavillon en profitait de cette incursion vivante qui nous excitait, à nous, notre envie d'aller à la plage. Pour terminer, j'évoquerai le plus beau des chants de Villébrard, émanant du parc dans lequel nous vivions, la symphonie des oiseaux, des chants d'oiseaux. Un matin, ma mère nous raconte. Aujourd'hui, à l'aube, le rossignol a chanté. C'était très beau, a-t-elle dit. Oui, c'est très beau, le chant du rossignol, mais à cette heure, les enfants dorment. Vous pouvez quand même dormir. Je vous remercie. Là, tu vas Bien. Alors, peut-être avant de passer le micro à Odette, on voulait faire juste une petite transition, parce que vous avez compris, Dominique est arrivé à Villébrand un peu avant Odette.
à l'âge de l'enfance. Et on a deux personnages qui ont très bien connu Villévrard, qui ont été dans cette période de jonction, je dirais, c'est-à-dire de la fin des années 40 au début des années 50. Et donc, il s'agit de Danielle Sivadon, pour la première, qui était donc elle-même fille de médecin, Sivadon qui était à la tête du CTRS, et qui raconte en quelques mots comment elle a été élevée par une patiente, principalement. Donc, je vous mets ce petit extrait. Je suis allée dans Canal 2, l'âge de 5 ans, pour mon père, une sécheresse. Et je suis partie en 58. Donc, ma soeur, à la France, à l'adolescence ici. Moi, je m'étais élevée principalement par une pensionnaire qui s'appelait Bertine, qui était récemment depuis une vingtaine d'années, qui travaillait sur le second, qui travaillait, qui s'occupait de la cuisine des enfants, après fait de moi, puisque c'est vraiment plus riche. Et Bertine, donc ça au petit déjeuner, elle se considérait totalement comme ma mère, au sens strict, c'est-à-dire qu'elle me racontait ce qui s'est passé quand j'étais dans son ventre, l'accouchement. Et c'est vrai que là, que les enfants, finalement, sont très proches du début, parce que ça, vous savez qu'elle nous rend du temps. Je voyais que c'était vous-même qui m'élevait, et qu'elle m'aimait, et que j'aimais, et que ça, elle me donnait la pointure. C'est la personne, en fait, tous les soirs, monte dans sa galerie. Voilà, elle n'a jamais habité à la maison. Elle a toujours gardé le statut de pensionnaire. Le matin, elle venait seule, et le soir, elle montrait à 5 heures, et je l'accompagnais. Et c'est là, effectivement, que je rencontrais l'asile dans la guerre. Donc, maman de la famille, c'était assez impressionnant parce qu'elle me dit que quelqu'un d'une grande dignité, une femme très belle, comme ça. Et elle m'inspire, c'est un vrai de bulle, j'ai pris des femmes de la guerre, je suis réfléchissement, elle est en train de faire la guerre et basta. Et tout d'un coup, tous ces cris, je sais pas, je suis des pavillons, il y avait ces rituels qui sont avec moi, qui avaient des trousses au pied, et qui ont tout le monde donné. Alors, réellement, c'était un petit peu différent, mais il y avait quand même toujours des patients qui criaient jour et nuit. Et c'était bien là, une épileptique et tout ça. Donc, il y avait des gens qui s'élevaient. Après, moi, je me souviens de les enlever des gens qu'on rattrapait, les coups sifflés. Bon, les soldats, ils ont tous sifflé, donc sifflé, et on avait vu sur les voisins, la sirène, c'était tout le temps brillant. Voilà, donc ce petit extrait pour vous dire que donc Daniel a été très ami, on peut dire ça, et vous avez joué sûrement dans le parc ensemble. Et puis l'autre personne que je voulais évoquer, c'était André Roumieux, qui est cofondateur de la Cérette, et qui lui a connu Villévrard juste avant. Il est arrivé en 51 avant le Largactile, et quand il revient du service militaire, il ne reconnaît plus cet hôpital, parce que pour ceux qui ont connu cette époque, au niveau vous savez, chez Fifi, il y a le petit resto au bord de Marne, et il y a une écluse, et on disait qu'avant les neuroleptiques, on entendait les cris jusqu'à l'écluse. Et à partir du moment où il revient après le Largactile, tout à coup, c'est un silence. Et voilà, peut-être on peut passer la parole à Odette, si tu veux bien, parce que il nous semblait, Odette, que pour avoir discuté un peu avec toi en préparation de ces journées, tu avais connu comme jeune psychiatre les tout débuts de ces neuroleptiques et que tu avais eu une expérience dans le service du docteur Lecomte à propos de ces neuroleptiques. L'abolition, Je vais mettre sur le menton pour le coller. Comme ça. coller à la bouche. Coller à la... C'est toujours les bons. Bien, oui. Oui. Donc, on s'est quitté en 52 avec Dominique. On s'est quitté dans son récit.
Et mon récit en moi va commencer en octobre 59, où je viens d'être nommée interne en psychiatrie. Et je ne connaissais rien en psychiatrie. Donc, j'arrive un jour d'octobre à Maison Blanche, en face. Maison Blanche qui n'existe plus. J'arrive à l'internat, parce qu'à l'époque, tous les internes étaient logés dans une grande bâtisse de plusieurs étages, avec en bas la salle de garde dont on avait un repas à dire le soir. Repas servi par des patients chroniques, des travailleurs, c'est comme ils s'appellent. Donc j'arrive le soir, je dîne avec mes collègues, que je ne connaissais pas justement, un dîner un peu festif, un peu arrosé, pas mal de bruit, je suis un peu étonné, bref, comme ça. Et puis à un moment, le brouhaha est tellement violent, je sors de l'internat et puis je fais un petit tour dans l'hôpital, 50 mètres. Et alors là, je me suis dit, bon, un silence incroyable. Alors que l'hôpital est habité par des patients et par des infirmiers qui, je pense, n'étaient pas muets. Alors je reviens vite à la salle de garde et j'ai dit, c'est toujours comme ça. Alors, tout le monde rit, mais tu sais pas, les neurologiques, oui, les neurologiques. Et alors j'intègre mon service sur le compte le lendemain, un homme rigide et curieux, bizarre. Alors il me dit, les neurologiques, oui, vous êtes au courant. Eh bien, moi, j'ai envie de faire un essai. On va les arrêter. Puis on verra bien ce qui se passe. Les deux internes, on se regarde. Donc, on va arrêter à partir de lundi le royauté. C'est un nom. C'est un nom très réussi. On arrête. Oui, deuxième jour, un peu dur, un peu de bruit, un peu de brouhaha. Et le troisième jour, alors là, c'est une sorte de déclenchement. Comme si les patients avaient été libérés, enfin. Et ça journée du matin au soir, du soir au matin. Alors, très vite, on n'en pouvait plus, les infirmiers n'en pouvaient plus. Nous, on était exténués et on fait le ciel du patron en disant, monsieur Comte, il faut reprendre le traitement, une politique. Et puis encore quelques jours, et puis alors on a tenu 5 jours, et après, c'était terminé. Et quand c'était terminé, ben, le silence. Un silence comme j'avais éprouvé quand il arrivait le premier soir. Dans la journée, un bois, et à partir de la 8h du soir, le silence. Les patients prenaient leur homéopathique à 6h30, ils dînaient à 7h, à 8h tout le monde couchait, et puis après. C'est ma première expérience de silence en psychiatrie. La deuxième, 15 ans après. Alors 15 ans après, j'arrive aussi à Maison Blanche, que j'étais chef de service. Et la sectorisation était en place et le service correspondait au secteur Barbès-Boutor. À l'époque, Barbès-Boutor, c'était fréquenté par pas mal de petits délinquants et surtout des malades en errance pathologique. Donc, on avait quand même quelques patients qui vivaient là-bas. Et la première réunion, je pose la question, cette dame, je ne sais plus son nom, on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Je sais qu'elle habite à Boutor, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Qui va m'accompagner? Qui veut bien m'accompagner pour elle? Silence de moi. Comme le premier jour au soir, donc, à la fin de la réunion, je suis organisée l'infirmière
qui vient me tirer par la manche, je vais le manger, et ma maman, j'aime bien la nouveau, ok? On prend la qu'est-ce qu'on avait, 4 secondes à l'époque, et puis on se balade dans la rue où était cette. Voilà. Et puis, brusquement, on voit quelqu'un qui descend d'un squat du premier étage avec son sac à provision. Alors, le cri de l'élève, ça a été « Mais elle est comme moi !» J'ai dit « Oui, elles sont comme nous, Christelle. » Parce que l'élève avait connu les patientes, à l'époque, étaient encore habillées en tenue d'hôpital la plupart du temps. Donc, voir cette patiente habillée comme elle, qui faisait ses courses, elle a découvert que la patiente était une personne comme elle. Et comme le troisième, c'est plus émouvant. Et je l'ai déjà dans une autre réunion, mais donc j'étais en pédopsychiatrie à la Courneuve et j'avais une consultation. Je recevais beaucoup de patients, petits patients, de toute origine. Je pense qu'il y avait à peu près 30 nationalités dans les cabines de la Courneuve. Donc je pense que ça, un petit Marocain de 7 ans, amené par sa mère, qui me dit il parle aux enfants. Il refuse de parler aux adultes. On ne comprend pas pourquoi. Alors, moi non plus. Alors, je reçois ce petit garçon qui, très aimablement, m'a apporté des jeux. Moi, je voyais sur un mot. Il a apporté des. Il m'a même apporté un jeu d'échecs. Moi, je ne savais pas jouer les jeux. Et puis, un jour, la maman lui dit ma mère, une prochaine, va venir à Paris. Est-ce que vous souhaitez la voir? Bien sûr, bien sûr. Je vois cette dame qui parlait en français approximatif et qui racontait sa vie en Martinique. Et je lui dis, et le grand-père? Ah, le grand-père, madame, les Français. Quoi, les Français? Il m'a dit, il n'a pas parlé. Il était torturé, mort, il n'en a pas parlé. La maman était là, le petit garçon aussi. 3 semaines après, le petit garçon parlait de bien. On ne croit pas, par exemple, comme ça. Mais ça trouve que c'est une belle histoire. Je vais faire un côté encore une fois. Merci beaucoup.